Décembre 2010, à Noisy-le-Grand en région parisienne, le cadavre d'un homme est découvert sur la chaussée. Il est allongé sur le sol, sur le ventre, et il a le crâne complètement défoncé. Lors des constatations, on retrouve de la matière organique sur la crosse du fusil. La victime, âgée de 32 ans, s'appelle Benyugou Diawara. On sait que c'est quelqu'un d'énergique, qui avait été condamné à plusieurs reprises dans son passé, mais qui avait décidé de changer sa vie. Tout le monde connaît Benyugou Diawara, tout le monde nous dit que c'était quelqu'un de très gentil. Un papa aimant qui prenait très à cœur son rôle de père. Une piste s'impose immédiatement dans l'enquête. Son ex refait sa vie avec quelqu'un et ils ont eu des mots, enfin c'est plus que des mots, ils ont eu une bagarre et la personne en question avait un couteau. Mais rapidement, c'est un ami de Benyugou Diawara qui va faire figure de suspect numéro 1. La meilleure preuve, c'est que le téléphone borne sur la scène de crime. Nous, les avocats, on était très inquiets. On s'est dit qu'il n'y avait plus à hésiter, qu'il fallait crever tous les abcès qu'il pouvait y avoir dans le dossier. Cet homme qui clame son innocence est accusé d'avoir commandité le meurtre à une de ses connaissances. C'est un type qui, à l'époque, est en surpoids. Il est très émotif, il pleure tout le temps. On se dit, mais c'est pas un tueur à gages. Ça m'a insupportable parce que je sais que l'on commet une erreur judiciaire. Je peux que vous dire que c'est hallucinant et que ça peut arriver à n'importe qui. Pourquoi les policiers de la crime ne se sont-ils jamais intéressés au passé d'indicateur de la victime? C'est lui qui a balancé le plus d'affaires, de la plus grosse balance de tout le département, de toute la région même. Comment le 36 quai des Orfèvres a pu se fourvoyer autant? C'est le top de la police judiciaire. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Negar Haeri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Lundi 13 décembre 2010. Il est 23h53 quand les pompiers de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis sont alertés qu'un homme inanimé est allongé sur la chaussée, rue Vauban. C'est un passant qui passait dans cette rue déserte, qui a vu ce corps étendu et s'est précipité chez les sapeurs-pompiers pour prévenir qu'un corps était étendu sur la chaussée. Et c'est une route qui longe un terrain de foot. C'est pas très bien éclairé, il y a quelques éclairages, il y a des maisons au bout de la rue, mais il y a assez peu de passages. Les secours et des policiers du commissariat de Noisy-le-Grand se rendent immédiatement sur place. Ils constatent un homme étendu sur le sol, face contre terre. Ils le retournent pour effectuer leur premier secours. Le corps est là, il a été transpercé d'une balle de gros calibre et il a le crâne complètement défoncé. Alors que les pompiers tentent en vain de réanimer la victime, la police gèle les lieux. Une équipe de l'identité judiciaire du 36 quai des Orfèvres est dépêchée sur la scène de crime pour effectuer les premières constatations et prélever tous les indices qui pourraient permettre d'élucider l'affaire. Ces experts commencent par s'intéresser à la voiture stationnée tout près du corps. Elle est garée et la vitre de la porte passager avant droite donc est ouverte. Les clés sont sur le contact. Grâce à une carte d'identité retrouvée dans la boîte à gants, les enquêteurs identifient la victime. C'est un homme de 32 ans, dénommé Benyugou Diawara. À l'avant du véhicule, au sol, les policiers notent la présence d'un sac de sport. Et sur le siège avant, il y a un fusil à pompe, à canoncier, qui est une arme de voyou. Vous imaginez un fusil de chasse, vous sciez la partie la plus longue, et ça reste un fusil à pompe, mais avec un canoncier, donc beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à cacher. Ça ressemble à une arme qui a pu servir à des mauvais coups, à des braquages, à des choses comme ça. Donc pour la police, il n'y a pas de problème, c'est l'arme du crime. D'autant plus qu'une cartouche de calibre 12 correspondant à cette arme est retrouvée à côté du corps de la victime. Avec la présence du fusil de chasse dans la voiture et un étui, une cartouche percutée
aux abords du corps de Benjougou, on s'imagine une exécution. Ça fait penser à un règlement de compte. Tout de suite, ça fait penser à un règlement de compte. Benjougou Diawara aurait également été frappé avec cette arme. Lors des constatations, on retrouve de la matière organique sur la crosse du fusil retrouvée dans la voiture. Une poubelle située à quelques mètres de la voiture est inspectée. Dans cette poubelle, on va retrouver des gants de chirurgien et un masque. À la fin des constatations, le corps de la victime est transporté à l'Institut médico-légal de Paris pour y être autopsié. Le scénario imaginé par la police est celui d'un guet-apens. On aurait donné rendez-vous à Ben dans une rue déserte de Noisy-le-Grand. Ben, arrivant sur les lieux du rendez-vous, se serait égaré et le guet-apens aurait commencé. C'est un drôle d'endroit pour une scène de crime. Et personnellement, je trouve que c'est une zone assez périlleuse pour commettre un crime. Jean-Marc, nous sommes sur la scène de crime, rue Vauban, à Noisy-le-Grand. C'est à cet endroit même que le corps de Benjougou Diawara a été découvert, juste à côté de sa voiture. Est-ce que vous pensez, comme maître Sylvain Cormier, que ce lieu est une zone périlleuse pour commettre un crime ? Ben non, au contraire, Arnaud. C'est l'endroit idéal pour commettre une agression ou un crime. Il n'y a pas d'habitation qui jouxte cette partie de la rue. Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance et il y a peu de passages. Mais en regardant le secteur de plus près, on s'aperçoit qu'il y a une station de RER à proximité. Cette station engendre donc un certain nombre de passages. Et c'est d'ailleurs un passant qui a découvert le corps de la victime. Le tueur aurait donc pu être surpris en pleine action. Vous parlez du passant qui a découvert le corps. On sait qu'il s'est rendu juste après chez les pompiers. Et on a appris, Jean-Marc, qu'il est reparti sans que personne ne lui demande son identité. Effectivement, cet homme s'est rendu chez les pompiers. Il n'a pas décliné son identité et les pompiers n'ont pas pensé à la lui demander. On ne connaît donc pas le nom de l'inventeur du corps, c'est ainsi qu'on appelle celui qui découvre un cadavre. Et c'est bien regrettable dans cette enquête. Mais il se peut qu'après cette émission, il se manifeste et révèle un certain nombre de choses quant à cet homicide. La victime, Benjougou Diawara, a été tué d'une balle de calibre 12 avec un fusil à pompe à canon scié. Il a ensuite reçu de nombreux coups extrêmement violents sur le crâne. C'est un mode opératoire qui donne tout de suite une connotation un peu particulière à ce crime. Oui, effectivement. Les coups très violents portés sur le crâne de la victime font penser qu'il y avait un lourd contentieux préalable à cette agression. Et d'autre part, le type de l'arme utilisée, un fusil à pompe à crosse et canoncier, fait penser à un crime, à un règlement de compte dans le milieu du grand banditisme. On découvre sur le siège avant passager un fusil à pompe. Pour les policiers, aucun doute, il s'agit de l'arme du crime. Est-ce que vous êtes aussi catégorique, Jean-Marc ? Écoutez, Arnaud, on voit sur la crosse de cette arme des morceaux de matières organiques du crâne de la victime. Il serait étonnant que ce ne soit pas cette arme qui est tirée ensuite sur la victime, d'autant que la cartouche de calibre 12 retrouvée à côté du corps correspond au calibre de cette arme. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Pourquoi avoir abandonné cette arme à l'intérieur de cette voiture ? Eh bien oui, ça, je ne me l'explique pas. Dans toute ma carrière, Arnaud, je n'ai jamais vu d'affaire de règlement de compte où l'auteur des faits ait laissé son arme à proximité du corps de la victime. La prestigieuse brigade criminelle de Paris est saisie de l'enquête. Les premières recherches dans les fichiers font apparaître que la victime a un lourd passé judiciaire. Malgré tout, son meurtre est tout de même étonnant, car cela faisait longtemps que cet homme ne faisait plus parler de lui. La première chose que fait la brigade criminelle, c'est de faire les auditions de l'entourage de Benjougou Diawara. Tous ses amis. Benjougou était papa de 2 enfants, des jumeaux, et un papa aimant qui prenait très à cœur son rôle de père. Séparé de la mère de ses jumeaux, Benjougou Diawara venait de se marier. Tout le monde connaît Benjougou Diawara, tout le monde nous dit que c'était quelqu'un de très gentil, qu'il aidait les mamans, qu'il était très serviable, qu'il était très poli. Âgé de 32 ans, Benjougou Diawara, surnommé Ben par tous ses proches,
a des antécédents judiciaires importants. Ben est quelqu'un qui est connu et reconnu des services de police pour trafic de stupéfiants, violence aggravée, violence commise en réunion. C'est quelqu'un qui a déjà fait de la détention à plusieurs reprises. On sait que c'est quelqu'un d'énergique, qui avait été condamné à plusieurs reprises dans son passé, mais qui avait décidé de changer sa vie. Il voulait quitter la délinquance, la criminalité. C'est la raison pour laquelle il s'était investi dans l'immobilier et avait trouvé sa vocation quelque part. Son travail consistait à acheter des biens et les rénover, les séparer éventuellement s'il s'agissait de terrains et les revendre pour effectuer une plus-value. Malgré ce changement de vie réussi, le jeune homme semblait soucieux. Quelques semaines avant le meurtre, les gens son entourage va se rendre compte qu'il change d'attitude. Il fait attention, il s'est laissé pousser les cheveux pour changer de physionomie, pour qu'on puisse pas le reconnaître. Il a l'air méfiant, il s'est passé quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aura été rattrapé par la criminalité alors qu'il voulait, lui tourner le dos. Et il y a quelque chose de terrible dans ce destin. Ce sentiment d'inquiétude qui animait Banyougou Diawara quelque temps avant son meurtre étonne ses amis. Tous connaissaient son passé judiciaire et tous sont persuadés qu'il avait décidé de s'engager définitivement dans une autre vie. Une vie professionnelle honnête qui n'aurait pas dû le mettre en danger. Alors de quoi, de qui Banyougou Diawara avait-il peur? C'est alors que les policiers de la brigade criminelle ont connaissance d'un événement récent qui pourrait bien être en lien avec le meurtre. Banyougou Diawara a été par le passé condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence. Ces actes lui ont forcément valu des haines tenaces. Mais c'est un affrontement très récent qui intéresse tout particulièrement les enquêteurs. Quelques jours avant le meurtre de Ben, celui-ci s'était retrouvé en garde à vue pour une altercation qui avait eu lieu entre lui et le compagnon de la mère de ses enfants. Son ex refait sa vie avec quelqu'un, et ce quelqu'un, ils ont eu des mots, enfin c'est plus que des mots. Ben aimait protéger sa famille, il avait le sens de la famille, et parfois je pense qu'il l'avait un peu trop, et il considérait toujours vouloir protéger son ex-compagne parce qu'elle était la mère de ses enfants, et n'acceptait pas la nouvelle relation que son ex-compagne avait avec le professeur de Capoeira. Puis il veut surtout pas qu'elle refasse sa vie parce qu'il veut pas qu'un homme approche ses enfants. Il est un peu macho. Et puis un jour, donc il va pour chercher ses enfants ou les ramener, je sais pas, elle veut pas ouvrir. Il se doute qu'il y a quelque chose, il insiste, il tape à la porte pour éviter le scandale. Elle finit par ouvrir et il voit qu'il y a effectivement quelqu'un chez elle. Ben est très mécontent d'avoir vu, il lui dit tu descends et on s'explique. L'altercation entre les deux hommes a lieu devant le hall d'entrée de l'immeuble qu'occupaient son ex-compagne et ses enfants. Il faut savoir que le compagnon de la mère de ses enfants, le compagnon de l'époque, est très athlétique, très grand, très musclé, professeur de Capoeira. En face, vous avez Ben, qui est athlétique également, qui ne se laisse pas impressionner et qui est fan d'arts martiaux. Ben, c'était un homme qui avait énormément d'énergie. C'est un grand sportif. Une armoire à glace. Et à chaque fois qu'il a eu des bagarres, d'ailleurs, à chaque fois, il a été vainqueur. La dispute dégénère en violente bagarre. Et c'est l'intervention des policiers du commissariat de Guyancourt, prévenus par les voisins, qui y met fin. Banyougou Diawara est alors arrêté et placé en garde à vue. Est-il possible que son meurtre ait un lien avec cette violente altercation ? La piste du nouveau compagnon est intéressante parce qu'il y a eu une bagarre violente. Lui, il était armé d'un couteau, le fameux compagnon, le nouveau compagnon. Ben l'a désarmé, a eu le dessus.
et l'a passé à tabac. Et il en a conçu du ressentiment. Il aurait pu vouloir se venger. Il l'a frappé. Il le menaçait. Il a pris la honte de sa vie devant sa compagne. Bon. Le professeur de capoeira s'est pris sa raclée quand même. De manière assez évidente, c'est la première piste que la brigade criminelle étudie. Est-ce que le compagnon n'a pas voulu se venger C'est évidemment une des pistes qu'il faut investiguer, qu'il faut vérifier, au moins pour fermer la porte, comme disent les enquêteurs, quoi. Le nouveau compagnon est entendu. Il reconnaît immédiatement être en très mauvais termes avec la victime. Mais l'homme nie toute implication dans le meurtre de Ben Yougou Diawara et présente son alibi. Il était à son cours de capoeira jusqu'à 19h15 et que comme chaque semaine, ce jour-là, à cette heure-là, il reprenait le RER pour rejoindre sa compagne qui était la mère des enfants de Ben. Il a été constaté qu'il était arrivé à son domicile à 21h. Selon la téléphonie, le compagnon de la mère des enfants de Ben n'aurait pas bougé. En tout cas, son téléphone est resté sur place jusqu'au lendemain matin. Le nouveau compagnon de l'ex-femme de la victime est totalement mis hors de cause. C'est la première piste de l'enquête qui se referme. Les policiers de la brigade criminelle attendent maintenant les résultats de l'autopsie. Ils espèrent, avec cette expertise médico-légale, obtenir des informations sur les circonstances du meurtre. 2 jours après le crime, le corps de Ben Yougou Diawara entre en salle d'autopsie à l'Institut médico-légal de Paris. Le légiste commence par s'intéresser à la blessure que la victime porte à la tête. Le crâne de Ben Yougou Diawara, il a quand même été défoncé par la crosse de ce fusil. On retrouve son sang sur la crosse du fusil. C'est un coup de crosse qui a asséné très violemment sur la victime, au point d'abîmer la crosse. Cette blessure était en soi mortelle. Ce n'est pas une mort immédiate, c'est une agonie qui attendait M. Diawara. Sur le thorax, 2 plaies sont visibles. Le projectile a traversé le corps de la victime. Le médecin légiste va découvrir un orifice d'entrée et un orifice de sortie à l'arrière avec à peu près 15 cm de différence entre les deux orifices, ce qui pouvait faire penser à un tir de haut en bas. Donc 2 hypothèses, soit la personne était plus grande que Ben, supérieure à 1,87 m, soit Ben a été exécuté allongé sur le dos ou à genoux. Il est exécuté, il n'y a pas d'autre mot, à bout touchant. L'autopsie ne permet pas de déterminer si le traumatisme crânien a eu lieu avant le tir ou si c'est le tir qui a eu lieu avant le coup donné sur l'arrière du crâne de Ben. L'observation des vêtements de la victime donne ensuite une information étonnante. Une constatation s'impose, c'est que ces vêtements ne sont pas troués. Donc on n'a pas tiré à travers les vêtements. Il a un sweatshirt, 1 ou 2 t-shirts, et il a été transpercé de part en part par la balle, mais les t-shirts et le sweatshirt ne sont pas transpercés. Malgré l'impact, l'orifice du calibre 12 sur le thorax de Ben, on ne retrouve pas de trou sur le t-shirt que portait Ben. Le t-shirt que portait Ben Yougou Diawara devrait, en toute logique, être perforé par le tir. Pourquoi le meurtrier aurait-il pris le soin de relever les vêtements de sa victime avant de la tuer? Cette question intrigante reste pour l'instant sans réponse. Les enquêteurs de la brigade criminelle cherchent maintenant à établir l'emploi du temps de Ben Yougou Diawara le soir du meurtre.
Tout le monde témoigne qu'il était tout à fait normal et tranquille. Comme tous les lundis, il se rendait aux alentours de 20h30 à son cours de jiu-jitsu. Ben Yougou Diawara est ensuite passé voir un homme avec lequel il avait l'habitude de travailler. Un agent immobilier devenu son ami. Un certain Fabrice Da Silva. Donc il est 22h30, il avait rendez-vous avec Fabrice Da Silva au domicile de Fabrice Da Silva pour lui remettre une clé d'un appartement que Fabrice allait faire visiter le lendemain et puis donner des papiers relatifs à la taxe foncière. Il décrit un entretien assez court, ils doivent se remettre des documents, voilà, on est sur la gestion d'appartements, on papote un peu parce qu'on est quand même copains. Il n'a pas du tout l'impression que Ben est préoccupé, que quelque chose l'angoisse, et Ben s'en va. Il passe plusieurs coups de fil. Il appelle notamment sa femme en disant qu'il a un petit truc à faire et qu'ensuite il va rentrer. Il la rappellera jamais, et pour cause. Et le dernier coup de téléphone qui va passer, c'est à son cousin. Et ensuite, on ne sait pas qui il voit. Ensuite, il n'y a pas d'autres coups de fil. Et ensuite, on le retrouve mort à côté de sa voiture. Que s'est-il passé après ce dernier coup de téléphone à son cousin? Et surtout, pourquoi Ben s'est-il rendu rue Vauban, à Noisy-le-Grand? Est-il logique qu'il soit passé par là pour rentrer chez lui, au Plessis-Trévise? Le chemin entre le domicile de Fabrice Da Silva et le domicile de Ben pouvait comprendre cette rue déserte qui était un raccourci. Ben a très bien pu prendre ce raccourci comme il l'avait déjà pris. Jean-Marc, tout laisse à penser que Ben Yougou Diawara avait un rendez-vous ici, rue Vauban, le soir du meurtre. Oui, effectivement. D'ailleurs, lors du dernier coup de fil qu'il passe à sa femme, il lui dit « J'arrive, mais j'ai un truc à faire avant de rentrer ». Eh bien, ce truc à faire, c'est très certainement ce rendez-vous qu'il avait ici. Une rencontre dans un endroit plutôt discret, au bord d'une route. Une rencontre qui, manifestement, se voulait discrète. Bah écoutez Arnaud, quand on a rendez-vous à 23h dans un lieu aussi isolé, aussi loin de tout, bah c'est pas pour signer un compromis de vente. Non, c'est probablement pour faire quelque chose de beaucoup moins légal et peut-être même de totalement illégal. Est-ce que vous pensez que c'est la victime qui a donné rendez-vous à quelqu'un? Bah, c'est très difficile à dire, il y a deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui a donné rendez-vous à la victime, et dans ce cas-là, il est tombé dans un piège, dans un guet-apens, soit c'est lui qui a donné rendez-vous à quelqu'un, il pensait maîtriser une situation, et la situation a dégénéré, mal tourné. Les enquêteurs de la brigade criminelle vont désormais s'intéresser tout naturellement à l'agent immobilier qui est la dernière personne à avoir vu Ben Yougou Diawara en vie. Fabrice Da Silva devient alors, dans cette enquête, un personnage essentiel. À 28 ans, Fabrice Da Silva est un agent immobilier à qui tout réussit. C'est une grande fierté pour lui, ça peut paraître anecdotique pour les autres, mais il a gagné le prix Centurion toutes les années dans son agence immobilière, c'était le meilleur vendeur. Et visiblement, tous ceux qui ont travaillé avec lui le reconnaissent comme tel. C'est un brillant agent immobilier qui n'a pas d'antécédents judiciaires, qui a énormément d'affaires. Pour moi, c'est quelqu'un qui est concentré sur les affaires, sur l'immobilier, qui veut se hisser socialement et qui est vraiment en passe d'y parvenir. Fabrice et Ben se sont rencontrés 3 ans avant le meurtre. Et assez rapidement, un lien d'amitié s'est créé entre eux. Fabrice Da Silva et M. Diawara vont se rencontrer par des amis communs qui ont des agences immobilières. Et M. Diawara, à l'époque, a un projet. Il pense avoir des apporteurs d'affaires sur des terrains à acheter et il s'associe en fait sur ce projet précis avec Fabrice en espérant que ça puisse donner quelque chose. Ben était quelqu'un de discret sur son passé. Il n'en parlait pas, très peu.
ses plus proches amis et collaborateurs, tels que Fabrice da Silva, avaient dans l'idée qu'il avait un passé judiciaire. Mais il n'avait jamais posé trop de questions. Ils deviennent amis, ils deviennent vraiment très potes. Et un jour, ils deviennent tellement potes que Bandiougu Diawara se marie un jour et il invite Da Silva et sa femme à son mariage. L'amitié entre les deux hommes est réelle. Les enquêteurs ne sont donc pas surpris quand l'ex-compagne de Bandiougu Diawara leur apprend que Fabrice da Silva avait prêté de l'argent à la victime pour l'aider à payer son loyer. Et ce, peu de temps avant le meurtre. Ben voulait refaire sa vie en quelque sorte et se consacrer à l'immobilier, mais il n'a pas d'expérience. Évidemment, il n'a pas les revenus de da Silva. Ben, il a des difficultés plutôt pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Pourtant, interrogé par les policiers quelques jours après le meurtre, Fabrice da Silva n'évoque pas les problèmes financiers de son ami. Il tient même à souligner que son copain n'avait pas de dette. Non, il n'avait pas de dette, c'était pas un joueur. Pourquoi Fabrice da Silva ne reconnaît-il pas avoir prêté de l'argent à Bandiougu Diawara? Pour les policiers, la réponse est toute trouvée. Cette dette serait à l'origine du meurtre. On va trouver un pseudo-mobile dans une dette qui existerait, qu'on n'arrive pas à fixer, qu'on n'arrive pas à déterminer, qu'on n'arrive pas à prouver, mais il y en aurait une. Ça, c'est pour Fabrice da Silva, ça serait son mobile. La dette non remboursée serait le mobile du meurtre. Fabrice da Silva devient alors le suspect numéro 1. Les enquêteurs de la crime veulent maintenant en savoir plus sur la personnalité de l'agent immobilier. On cherchait à savoir s'il était fiable au niveau des affaires, s'il était fiable au niveau de la parole qu'il donnait, fiable au niveau des horaires. On lui a beaucoup reproché de ne pas respecter les horaires. Dans le dossier, on dit que Fabrice da Silva, c'est un menteur. Oui, c'est vrai. Fabrice, lorsqu'il va donner rendez-vous à quelqu'un, il va lui dire « j'arrive », et puis il n'arrive pas. Des fois, il a donné rendez-vous à 2 personnes en même temps, et la deuxième, il va la décommander en inventant un bobard, enfin ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire que c'est le genre de type que vous sortez d'un rendez-vous avec lui, il va avoir un coup de fil et il va dire « ah ben je suis là dans un quart d'heure », alors qu'il est à 1h30 du rendez-vous. Ou on lui demande quelque chose, il n'a pas envie de le faire, au lieu de dire non franchement, il va dire oui, puis botter en touche, et puis pas le faire. Et donc, on va exploiter ces quelques éléments pour dire Fabrice da Silva est un menteur, mais les enquêteurs vont très loin, disent quasiment pathologique, il ment tout le temps. Sa vie est mensonge, n'est que mensonge. Le 22 février 2011, plus de 2 mois après le meurtre, Fabrice da Silva est convoqué au 36 quai des Orfèvres pour un 2e interrogatoire. Il ne sait pas encore, mais les enquêteurs sont persuadés qu'il est le tueur. Il pense avoir trouvé son mobile et les auditions ont révélé son caractère peu fiable et dissimulateur. Ne reste plus qu'à prouver qu'il était bien au moment du meurtre sur la scène de crime. Interrogé par les enquêteurs, Fabrice da Silva doit s'expliquer une fois de plus sur son emploi du temps le soir du drame. À nouveau, l'agent immobilier raconte qu'il avait un rendez-vous avec la victime vers 22h30, en bas de chez lui. Ben m'a bipé pour me dire qu'il était en bas de chez moi, au Plessis-Trévis, et je suis descendu le voir. Il m'a alors remis les clés de son appartement du Perreux qui était à louer pour que je puisse organiser des visites. Suite à cela, je suis sorti de la voiture, je l'ai salué, et je suis rentré chez moi pour terminer mon repas. Et Fabrice da Silva déroule alors sa soirée et révèle aux enquêteurs quelque chose qu'il n'avait pas caché, mais quelque chose qu'il n'avait pas jugé utile de dire, révèle qu'il était ressorti par la suite voir son ami et collègue Michael. Fabrice da Silva précise que cette rencontre nocturne avec Michael Touraine avait un but professionnel, faire des commandes de matériaux de gros œuvres. Alors Michael, c'est quelqu'un qui travaille comme Fabrice da Silva dans l'immobilier.
Quelqu'un qui avait une famille, qui vivait sa vie et qui, globalement, par le biais de son appétence pour le marché immobilier, avait rencontré M. Da Silva, dont il avait un petit peu fait son apprenti, on va dire. Et donc, Fabrice et Michael bossent ensemble de manière très efficace. Fabrice le commercial, le hableur, celui qui parle, qui va au contact, et Michael qui fait les plans, qui est génial dans l'établissement des plans. Mais, interrogée simultanément dans un autre bureau, la compagne de Fabrice Da Silva ne corrobore pas cette version des faits. On lui demande si son compagnon est ressorti le soir des faits. Elle ne sait pas, elle ne croit pas. Je suis rentrée chez moi à 19h. Fabrice est rentré vers 21h. Nous n'avons plus quitté le domicile jusqu'au lendemain. Comment expliquer que les déclarations de Fabrice Da Silva et de sa compagne concernant leur soirée du 13 décembre 2010 divergent tant ? Il faut savoir que l'audition a lieu quasiment 3 mois après les faits. Personnellement, si on me demande ce que j'ai fait il y a 3 mois, il est difficile de le dire. Le couple ressort libre de la brigade criminelle. En discutant avec son conjoint, Sabrina comprend qu'elle s'est trompée. Elle ne se rappelle pas qu'il est sorti. Et puis ensemble, ils cherchent. Et effectivement, Fabrice dit « Mais je crois que je t'ai écrit. Attends, chérie, t'inquiète pas, je rentre à 1h du matin. » Et paf, ça lui revient. Et Sabrina retrouve le SMS et va l'amener aux enquêteurs. Quelques jours plus tard, Sabrina revient donc sur sa déclaration initiale. Eh bien, en fait, je me souvenais pas que Fabrice s'est absenté le lundi 13 décembre 2010 dans la soirée. C'est une fois ma déposition terminée et après en avoir parlé avec Fabrice qu'effectivement, je me suis souvenu que Fabrice était parti. D'ailleurs, en relisant les messages sur mon portable, il m'a annoncé son retour à la maison par SMS le 14 décembre 2010 à 0h50. Pourtant, le juge d'instruction et les enquêteurs de la crime ne croient pas à cette nouvelle version. Un procès-verbal de synthèse va dire Sabrina, sans doute sous l'influence de Fabrice, va masquer, va cacher, etc. Et on ne va pas prendre en compte les faits. C'est pas normal que dans un PV d'audition soit inscrit une version et que dans le PV de synthèse qui est fait quelques semaines plus tard soit écrit l'inverse. Ça, c'est pas normal du tout. Négard, un dossier d'instruction est constitué de centaines, parfois même de milliers de procès-verbaux, parmi lesquels des procès-verbaux de synthèse. On a entendu l'avocat de Fabrice Da Silva dénoncer le contenu de l'un d'entre eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les PV de synthèse, qui les rédige et quelles sont leurs fonctions ? Ce sont des documents dans lesquels l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête, après avoir effectué plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'investigation, résume les conclusions de celle-ci, les synthétise sur plusieurs jours, d'où le nom PV de synthèse. Il s'adresse au magistrat qui supervise l'affaire, le procureur de la République ou bien le juge d'instruction, selon qu'il s'agit d'une enquête ou bien d'une instruction judiciaire. Et pour nous, avocats, les PV de synthèse sont des outils de travail assez utiles, puisque lorsqu'on prend connaissance du dossier, c'est la première chose qu'on lit pour se faire une idée globale avant de rentrer dans le détail. À partir de quand les avocats de la défense ont-ils connaissance des PV de synthèse et ont-ils le droit d'en contester le contenu ? Puisque les PV de synthèse ont pour objet de résumer les investigations, il faut d'abord que les investigations aient eu lieu pour que les OPJ les rédigent. C'est seulement alors qu'ils transmettent le tout en bloc aux magistrats, lesquels nous en donnent connaissance sous certaines conditions. Alors pour ce qui est de la contestation, oui, il est toujours possible de les contester, simplement la valeur probatoire des PV de synthèse est assez réduite puisque c'est des PV qui résument les éléments du dossier. La seule marge de manœuvre, assez insignifiante, consistera donc à dire que ces PV ne sont pas suffisamment fidèles à ceux-ci. L'instruction sur le meurtre de Banyougou Diawara se poursuit. Les policiers savent maintenant que Fabrice Da Silva n'était pas chez lui au moment du crime. Ils convoquent Michael Touraine, l'homme chez qui l'agent immobilier dit être allé ce soir-là. Première question, est-ce que Fabrice Da Silva est venu chez vous le soir du meurtre après le dîner ? Posez-vous la question avec qui vous dîniez il y a 3 mois. C'est impossible de répondre à ce type de questions. Et si vous dites, et vous avez l'honnêteté de dire « je m'en souviens pas », c'est le signe que vous dissimulez une vérité et donc que vous êtes coupable et que tout était prévu à l'avance. Non, je m'en rappelle pas. Fabrice m'a dit qu'il m'avait appelé plusieurs fois ce jour-là, mais comme d'habitude. Michael Touraine ne le sait pas encore, mais cette réponse va l'entraîner dans un engrenage terrible.
Kafka avait une formule qui est formidable, qui dit « à partir du moment où vous avez un procès comme ça, vous l'avez déjà perdu ». Et l'étude de la téléphonie des deux hommes va venir renforcer les soupçons des enquêteurs. Comme vous le savez, dans les affaires criminelles, on regarde les téléphones des gens qui activent certaines bornes, en fait. Ils vont vérifier la téléphonie de Fabrice et de Michael et vont s'apercevoir que les téléphones bornent sur la scène de crime. Le téléphone de Michael Touraine a borné toute la soirée à proximité de la scène de crime. Celui de Fabrice da Silva a activé la même antenne relais à partir de 22h30, puis 2 heures plus tard, c'est-à-dire juste après le meurtre. Alors ça, c'est vachement intéressant pour les policiers. Sauf que, alors borné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes à un endroit, votre téléphone, il est renvoyé sur une borne téléphonique. Le problème, c'est que la borne téléphonique dont dépend le lieu du crime est aussi la borne téléphonique qui dessert le domicile de Michael, l'ami de Fabrice da Silva. Pour les policiers, cette téléphonie est tout de même accablante. Ils attendent maintenant avec impatience les résultats de l'analyse génétique de l'arme du crime. Mais un premier laboratoire en charge de cette expertise conclut qu'il n'est pas possible de révéler un ADN exploitable sur le fusil. On ne peut pas identifier quelqu'un. Mais on va confier à un autre laboratoire le soin de faire une seconde expertise en utilisant une méthode pas révolutionnaire mais différente. Un deuxième laboratoire, qui n'est pas n'importe lequel, qui travaille beaucoup sur les cold cases, va arriver et va trouver sur la queue de détente, là où on appuie pour tirer du fusil, un ADN mélangé à celui de Bandiogou Diawara. Et cet ADN, il est dit que cet ADN correspond à Michael Touraine, qui est l'associé de Fabrice da Silva. Pour être très clair avec vous, l'expert va dire on retrouve sur la queue de détente l'empreinte génétique de Michael Touraine. Et on précise dans un mélange partiel. Mais il y a les mots empreinte génétique. On retrouve l'empreinte génétique de Michael Touraine. Pour les policiers qui reçoivent ces conclusions, il n'y a plus de doute. Michael Touraine a pressé la queue de détente de cette arme. Les preuves semblent s'accumuler contre Michael Touraine. Son téléphone a borné sur la scène de crime au moment du meurtre et son ADN a été retrouvé sur l'arme qui a tué Bandiogou Diawara. Mais comment expliquer que cet individu apparemment sans histoire ait commis un tel meurtre? Quel pourrait être son mobile? C'est déjà quelqu'un de très normal, en fait, qui n'a aucun passé criminel, aucune affaire judiciaire, aucune tendance à la violence, aucun incident, et qui vit une vie très normale dans un pavillon à côté de Paris et qui fait des opérations immobilières. Et surtout, Michael Touraine n'a aucun lien avec la victime. Il l'a rencontré une fois et il dit qu'il s'en est vraiment méfié. Il ne le sentait pas. Il le trouvait... il trouvait que c'était quelqu'un de dangereux, il ne le sentait pas. Et d'ailleurs, il a dit à da Silva, tu ne devrais pas t'approcher de ce mec-là. Mais alors, pourquoi Michael Touraine, au casier judiciaire vierge, aurait-il tué un homme qu'il connaissait à peine? Michael Touraine ne connaît pas vraiment la victime, il l'a vue une fois. Donc ça ne peut pas expliquer cette sauvagerie, cette résolution dans le crime. Les policiers de la crime trouvent alors une explication à ce passage à l'acte étonnant. Donc ils vont élaborer un scénario, c'est qu'il était sur commande. Et sur commande de qui? Ah bah Fabrice da Silva tombe à pic parce que lui connaît bien Diawara. Et on va se dire, il y a dû avoir un différend entre Ben et Fabrice. On ne sait pas trop lequel, mais c'est pas grave. Et on va élaborer ce scénario. Fabrice a commandité Michael Touraine, et Michael Touraine est l'exécutant de ce crime de sang-froid.
Michael Touraine, c'est un type qui, à l'époque, est en surpoids. Il fait, 120 kilos, enfin, il est gros. Il est très émotif, Michael. Il pleure tout le temps. On se dit, mais c'est pas un tueur à gages. Et pourtant, les enquêteurs de la crime restent persuadés que Michael Touraine a tué Ben Yougou Diawara sur les ordres de Fabrice Da Silva. Les policiers recherchent maintenant auprès des proches de la victime la raison de ce meurtre commandité. Il faut un mobile. Et donc, mais seulement en ayant affirmé qu'ils étaient certains et sûrs que c'était bien eux parce qu'ils avaient des preuves qu'ils le démontraient, eh bien, ils vont convaincre certains témoins à dire « Oui, si ça se trouve, il y avait un problème entre eux. » Les enquêteurs vont interroger les proches du dossier et vont finir par entendre ce qu'ils veulent trouver. Donc tous les proches de la famille de Ben, etc., vont charger Fabrice Da Silva et vont inventer toutes sortes de choses. Du coup, on va dire, mais oui, alors peut-être qu'il y avait un problème, peut-être qu'il y avait une dette, peut-être. Et on va nourrir un mobile qui n'existe pas. Hein. Les enquêteurs de la crime ont le sentiment d'être tout près de la vérité. Le mobile du crime reste flou, les personnalités des deux suspects ne collent pas vraiment avec le mode opératoire du meurtre, mais l'étude de leur téléphonie et les expertises génétiques réalisées sur l'arme suffisent à emporter la conviction des policiers. Le 23 mai 2012, près de 18 mois après le meurtre de Ben Yougou Diawara, Michael Touraine et Fabrice Da Silva sont placés en garde à vue, des gardes à vue qui vont être décisives pour la suite de l'affaire. Les enquêteurs commencent par demander aux deux hommes s'ils ont déjà vu le fusil retrouvé dans le véhicule de Ben Yougou Diawara. Da Silva, en garde à vue, va dire d'abord non, Ben Yougou Diawara, il n'avait pas d'armes, non, je ne connaissais pas d'armes, il n'était absolument pas armé, etc. Sauf que, dans le bureau d'à côté, Michael, lui, dit qu'il a vu une arme, un fusil à pompe, que Ben Yougou Diawara a laissé chez Da Silva. Michael Touraine n'admet pas seulement avoir déjà vu l'arme. Il explique qu'il l'a peut-être également touchée. Michael va déclarer devant la photo de l'arme retrouvée dans le véhicule qu'il a déjà aperçu cette arme dans un sac qui était entreposé dans le salon chez Fabrice. Si j'ai touché cette arme-là, je l'ai touchée chez Fabrice. J'ai vu une arme comme celle de la photographie que vous me montrez chez Fabrice. Je ne sais plus à quelle date. Je n'ai pas actionné la détente, mais je l'ai sans doute touchée. Donc les policiers du bureau d'à côté vont voir les policiers du bureau de Da Silva en disant « il ment ». Et Da Silva, c'est comme ça qu'il explique, une fois qu'il a commencé à s'enferrer dans un mensonge, il débite d'autres mensonges et il ne sait plus quoi dire. Et puis il finit par reconnaître ce qui est la vérité, c'est qu'il a eu ce fusil entre les mains. Il savait que Ben Yougou Diawara était armé. Ok, je vais vous dire la vérité. Voilà comment ça s'est passé concernant cette arme. Ben, un jour, est passé chez moi sans me préciser la raison. Il avait un sac noir avec des roulettes. Il m'a demandé si je pouvais lui garder ce sac chez moi. Il y avait également dans ce sac un fusil de petite taille, type fusil à pompe. Peu de temps après, j'ai revu Ben et lui ai demandé de le récupérer au plus vite car je ne voulais pas que des armes restent chez moi et avoir des problèmes. Le fusil, il l'a eu. Il dit qu'il l'a rendu à Ben Yougou Diawara, mais il n'a absolument pas la preuve qu'il l'a rendu. Ça va devenir un élément de culpabilité aux yeux des enquêteurs. Il a caché qu'il avait gardé l'arme pendant un temps, donc il est coupable. Donc il a menti, donc il est coupable. C'est ça le raisonnement. Les enquêteurs vont donc imaginer à partir du moment où Fabrice a accepté l'arme chez lui, ils vont imaginer que Fabrice n'a jamais rendu l'arme à Ben. Reste aux enquêteurs à prouver que Michael Touraine a l'étoffe d'un tueur commandité. Les policiers de la brigade criminelle, eux, ils vont essayer de mettre en avant
des éléments qui peuvent montrer que Michael Touraine peut être un tireur. C'est-à-dire qu'il a fait son service militaire, je crois, dans les commandos, et donc il s'est tiré. Il a fait effectivement un stage commando, je crois, de 24 heures 20 ans plus tôt. Donc c'est le signe qu'en fait, il avait envie d'aller mettre une balle à quelqu'un qu'il ne connaissait pas à environ 500 mètres de son domicile, la nuit, sans aucune raison. À l'issue de sa garde à vue, Michael Touraine est mis en examen pour assassinat. Fabrice Da Silva est, lui, mis en examen pour complicité d'assassinat. Le scénario avancé par les enquêteurs est le suivant. Fabrice, lors du rendez-vous à 22h30 en bas de son immeuble, dans la voiture, aurait donné, alors que Ben était devant lui dans la voiture, Fabrice aurait donné rendez-vous à Ben 1 heure plus tard, dans une rue déserte de Noisy-le-Grand, donc plus loin que les domiciles, pour discuter. Michael Touraine se serait alors rendu au lieu de rendez-vous, situé à quelques centaines de mètres de chez lui. Il l'aurait tué avec ce fusil. Il aurait laissé l'arme du crime, quitte à laisser son ADN dessus, et puis il serait reparti. La meilleure preuve, c'est que le téléphone borne sur la scène de crime. Jean-Marc, reprenons un à un tous les éléments qui ont conduit aux mises en examen de Fabrice Da Silva et Michael Touraine. Tout d'abord, le mensonge par omission de Fabrice Da Silva concernant le rendez-vous qu'il avait avec Michael Touraine le soir du meurtre. C'est la première pièce du puzzle qui va faire de lui le suspect numéro 1 dans cette affaire. Et oui, Arnaud, cet oubli, volontaire ou involontaire, crée le soupçon dans l'esprit des enquêteurs. Dans une enquête, Arnaud, on aime bien la transparence. Et tous les mensonges, petits ou grands, se retournent contre ceux qui les profèrent. Ils peuvent devenir ainsi des éléments à charge. Deuxième élément qui renforce les soupçons et impose l'idée d'une complicité, l'empreinte génétique de Michael Touraine retrouvée sur la queue de détente du fusil à pompe, ce qu'on appelle communément la gâchette. Oui, et là, on est face à une preuve scientifique retrouvée sur un élément très particulier de l'arme. Cette queue de détente, cette gâchette, est la pièce métallique sur laquelle on appuie pour faire partir le coup de feu. Donc, en principe, l'empreinte retrouvée sur cette pièce est celle du dernier tireur. Dans notre affaire, celle du tueur. À partir de là, les enquêteurs sont convaincus que Fabrice Da Silva a demandé à son ami Michael Touraine de tuer Ben Yougou Diawara. Or, le problème, c'est que la description de Michael Touraine telle qu'elle nous en est faite ne correspond absolument pas à celle d'un homme capable de tuer sur commande. Non, effectivement, il n'a pas d'antécédent judiciaire, il n'est pas connu pour des actes de violence. Mais au-delà de tout ça, ce qui me pose question, c'est le mode opératoire utilisé. Il ne correspond pas à un acte commandité. En effet, je vous l'ai déjà dit, les coups portés sur la tête de la victime me font penser qu'il y a un contentieux préexistant entre l'auteur et sa victime. Il semble s'agir d'un acte de vengeance. Or, Michael Touraine et la victime se connaissaient à peine. Immédiatement après la notification de leur mise en examen, Fabrice Da Silva et Michael Touraine sont incarcérés. Ces deux hommes, au casier judiciaire vierge, accusés d'un meurtre extrêmement violent, découvrent avec angoisse l'univers carcéral. Soutenus par leur famille, tous les deux clament leur innocence. C'est alors que la compagne de Fabrice Da Silva contacte un enquêteur privé. Je reçois un appel téléphonique de la part de Sabrina, qui est la compagne de Fabrice Da Silva. Et elle va me dire que son compagnon se trouve en prison à tort, car il est innocent d'un crime qu'on veut lui faire porter. Elle ne comprend pas pourquoi. Il est mis en cause et elle le trouve dans une très grande souffrance, donc elle a besoin d'aide. Et je crois que c'est Fabrice, d'ailleurs, qui, de la prison, avait vu une émission dans laquelle j'avais dû passer, je ne sais pas laquelle, mais toujours est-il que Fabrice s'est dit, voilà, peut-être l'homme qui pourrait m'aider. La jeune femme demande au criminaliste de l'aider à prouver l'innocence de Fabrice Da Silva et de Michael Touraine. Je vais m'appuyer sur le dossier pénal. Quels sont les éléments à charge? Quels sont les éléments rassemblés par l'accusation? Et je vais étudier en particulier tout ce qui est expertise.
Roger-Marc Moreau commence par s'intéresser à la dernière expertise ADN effectuée sur l'arme du crime. Celle qui accablait Michael Touraine en affirmant que son empreinte génétique se trouvait sur la queue de détente du fusil. Et moi, la première question que je vais me poser, évidemment, c'est est-ce que c'est fiable ? Et je vais donc confier une vérification à un autre expert en génétique, très réputé, le monsieur Laurent Breugnot. On s'aperçoit que le fusil a subi toute une chaîne d'expertise. Une première expertise en génétique au moment des faits. Le premier expert réalise un seul prélèvement avec le même écouvillon. L'écouvillon, c'est un coton-tige. Il va réaliser un seul prélèvement sur ce fusil à 3 endroits différents. Alors c'est là qu'on arrive à un point qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'un écouvillon qui prélève de l'ADN va être utilisé pour prélever à un autre endroit un ADN. Et donc il n'a pas du tout exclu qu'il y ait un transport d'ADN, donc on ne sait même pas à quel endroit précisément de l'arme l'ADN de Michael Touraine a réellement été retrouvé. Donc ce n'est pas une expertise qui peut être exploitée à charge. Grâce à Laurent Breugnot, Roger-Marc Moreau parvient même à remettre en cause la présence de l'ADN de Michael Touraine sur le fusil. Il va déterminer que finalement ce n'est pas l'ADN de Touraine, mais qu'il s'agit en fait d'un mélange de plusieurs ADN. Et que ce mélange, il y a notamment l'ADN de la victime, lequel a des allèles assez semblables à ceux de Touraine. Et puis après, on s'aperçoit que ce mélange ne correspond pas à 100% au profil génétique de Michael Touraine. Il va se rendre compte finalement qu'il y a très peu de chances pour que ce soit l'ADN de Touraine. En continuant sa lecture du dossier, Roger-Marc Moreau va remettre en doute une des toutes premières conclusions de l'enquête. Et si l'arme retrouvée dans la voiture n'était finalement pas l'arme du crime ? Cette arme a été utilisée quand même, puisqu'elle a servi, avec la crosse, à frapper la victime. Donc il pense que c'est l'arme du crime. Et le juge d'instruction ne se pose pas plus de questions. Et là, je vois une expertise balistique qui me semble fondamentale. C'est le juge d'instruction demande à quand remonte la dernière utilisation de l'arme retrouvée dans la voiture de Ben. Et là, l'expert dit un écouvillonnage de l'arme n'a pas permis de détecter de résidus de tir. Quand un fusil tire, y a une espèce de poudre noire qui s'échappe dans l'air et dans le canon du fusil. Donc quand on met un écouvillon, ça sort noir, il y a de la poudre de tir. Un fusil qui n'a pas de poudre de tir dans le canon du fusil, c'est un fusil qui n'a pas tiré. Cette arme n'a pas tiré. Le magistrat et les policiers n'en tirent aucune conclusion, eux. Ils auraient dû dire, mais puisqu'il n'y a pas de résidu de tir, donc demander la précision peut-être, est-ce que l'arme a tiré ou pas. Sauf que là, l'accusation est partie sur le fait que c'était quand même l'arme qui avait tiré. Comment le 36 quai des Orfèvres a pu se fourvoyer autant ? C'est une brigade d'élite, c'est une institution de renom, de légende presque. Hein. C'est le top de la police judiciaire. Comment ils ont pu se fourvoyer à ce point ? Le travail du criminaliste Roger-Marc Moreau permet également de mettre en exergue une nouvelle piste, une piste qui aurait dû s'imposer dans l'enquête dès le début de l'affaire, une piste qui pourtant n'a jamais été exploitée. On va apprendre, par l'ensemble des investigations qui ont été menées dans son entourage, notamment les membres de sa famille, ses amis et connaissances, eh bien que tout le monde dit, mais on disait à Trappes et les environs que Ben était un indique, une balance. Pour appuyer cette thèse, Roger-Marc Moreau exhume du dossier un scellé contenant des documents saisis lors de la perquisition du domicile de la victime. Des photographies de plusieurs hommes, des photographies qui manifestement proviennent de l'identité judiciaire. Ce qui est rare. Et c'est les photos de 4 types fichés au grand banditisme. Quand on a 4 photos d'identité judiciaire de 4 types fichés au grand banditisme avec des numéros 1, 2, 3, 4, c'est très probablement qu'on nous a demandé d'identifier quelqu'un.
Est-ce que c'est un tel ou un tel ? Donc c'est un peu la preuve qu'il avait des activités d'indic et peut-être des activités récentes. Donc c'est quand même un élément très troublant. Après vérification auprès du Bureau central des sources, les policiers ont eu la confirmation que Ben Yougou Diawara était bel et bien un indicateur de la DRPJ de Versailles. Il est donc indique, il est fiché au bureau des sources et il a un référent police, ce qu'on appelle l'officier traitant. C'est un ancien commissaire, un ancien patron des stupes de la police judiciaire de Versailles. Et très bizarrement, en revanche, quand on examine ce dossier, on se rend compte que le 36 quai des Orfèvres qui mène l'enquête ne pose pas la question à cet officier traitant. Sur quelle affaire était-il ? Qui est-ce qu'il a balancé ? Qui pouvait avoir intérêt à vouloir se venger et le tuer ? Car vous le savez peut-être, les indicateurs de police dans ce milieu, eh bien, ils sont condamnés à mort. Grâce au travail du criminaliste, la défense a désormais les moyens de se faire entendre. En fait, on peut dire les choses simplement. Il n'y a aucune piste qui est liée au passé d'indicateur de Ben qui n'a été étudiée. Ça n'a jamais été travaillé. Il y a des erreurs qui sont commises. Sont-elles commises parce qu'il n'y a pas assez de moyens ? Sont-elles commises parce qu'il y a de l'incompétence ? Ou sont-elles commises par pure malveillance ? Ça dépend à chacun dans quel cadre et comment l'arbitrer. Mais en tout cas, elles sont commises. Grâce à tous les éléments réunis par Roger-Marc Moreau, Fabrice Da Silva et Mickaël Touraine obtiennent leur remise en liberté après 15 mois de détention. 15 longs mois, pendant lesquels ils n'ont cessé de clamer leur innocence. Ils restent néanmoins les uniques suspects du meurtre de Ben Yougou Diawara. Toujours mis en examen, ils craignent chaque jour d'être renvoyés devant une cour d'assises. Moi, je suis quelqu'un de calme, donc je m'énerve pas, mais en vrai, ça s'explique pas. C'est scandaleux. C'est injuste, c'est inexplicable, c'est terrible. Je ne sais pas comment qualifier quelque chose qui ne devrait jamais arriver, en fait. Négard, on apprend que la victime était un indicateur. Est-ce qu'il existe des textes qui encadrent le recrutement et l'éventuelle rémunération de ces informateurs ? Oui Arnaud, la loi prévoit la possibilité pour les enquêteurs d'avoir recours à des informateurs à l'occasion de leur recherche de renseignements. Aucune condition pour le recrutement et pour la rémunération, la loi prévoit que le montant attribué sera fonction de la fiabilité et de l'importance de l'information, ainsi que de la régularité de la collaboration. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que la loi Perben 2 de 2004 a créé le Bureau central des sources qui recense tous les informateurs du territoire dans un fichier informatique. Et évidemment, pour protéger leur anonymat ainsi que celui de leur officier traitant en cas de fuite ou de piratage, ils ne sont pas recensés sous leur véritable identité. J'aimerais maintenant vous interroger sur le travail du criminaliste Roger-Marc Moreau et de l'expert en empreintes génétiques Laurent Brognaud. Quel est le poids des experts privés dans une procédure ? Le Code de procédure pénale prévoit toute une série de dispositions relatives à la nomination des experts, à la nature de leur mission, aux questions qui peuvent leur être posées et au délai dans lequel ils doivent les rendre. Simplement, ces dispositions sont relatives aux experts judiciaires. Concernant les experts privés, c'est-à-dire ceux qui sont missionnés par une partie pour l'aider à comprendre les aspects très techniques d'une expertise effectuée par un expert judiciaire, il n'y a aucune disposition et leurs déclarations valent autant que celles d'un simple témoin. Malgré tous les éléments fragilisant l'accusation réunis par la contre-enquête, Fabrice Da Silva et Mickaël Touraine sont renvoyés devant la cour d'assises de Bobigny. Le procès s'ouvre le 30 novembre 2018, soit près de 8 ans après le meurtre de Ben Yougou Diawara. L'atmosphère, elle est assez tendue quand même à la cour d'assises de Bobigny. Il y a toute la famille de Ben Yougou Diawara. La famille ne veut pas être filmée, mais même floutée. Mickaël Touraine et Fabrice Da Silva comparaissent tous les deux, libres. C'est pas tous les jours qu'on arrive libre suspecté de meurtre. Et Fabrice Da Silva est très nerveux, et je pense que Mickaël Touraine aussi. Quand on est complètement innocent, quand on est accusé à tort, c'est insupportable. Avant que les débats ne commencent, la présidente lit l'ordonnance de mise en accusation. Et cette ordonnance de mise en accusation résume l'ensemble des charges contre les accusés. Et quand
comme moi, on connaît le dossier et qu'on écoute, qu'on entend l'ordonnance de mise en accusation, on se dit mais c'est pas possible, elle est truffée d'erreurs. La note de synthèse dit l'ADN est de bonne qualité, faux. Le téléphone borne sur la scène de crime, faux. Il borne aussi sur la maison de Michael. Il y a tout un tas d'éléments comme ça. Ces raccourcis sont très vite dénoncés par les avocats de Michael Touraine et de Fabrice Da Silva. Ils vont poser des questions aux policiers de la brigade criminelle et ils vont être très offensifs, très offensifs. Et ils vont pas les lâcher. Oui, mais alors vous avez dit que le téléphone bornait sur la scène de crime, mais pourquoi vous n'écrivez pas qu'il bornait aussi sur le domicile de Michael? Oui, mais pourquoi vous dites que cet ADN est de bonne qualité? Mais pourquoi vous avez écrit qu'il n'y avait pas de poudre de tir dans le canon? Ça veut dire... Bon, ils vont chercher toutes les contradictions. À la demande des avocats de la défense, le policier pour lequel Ben Yougou Diawara jouait les indiques est appelé à la barre. L'officier traitant vient parler, confirme que Ben était bien une balance. On sent qu'il cache des choses. On sent qu'il dit pas tout, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Il vient témoigner, mais assez rapidement quand même. Et il faut bien dire que la cour n'est pas très curieuse, ne lui pose pas les questions gênantes. Il sait des choses qui peuvent permettre, à mon avis, je pense, j'en suis persuadé, la résolution du crime, mais il n'a pas fourni ces informations à la cour d'assises. Donc ça, c'est quelque chose qui est profondément regrettable. Pendant une suspension d'audience, la journaliste Michel Fine, accompagnée de Roger-Marc Moreau, va s'adresser à ce policier. Et je lui pose une question toute simple. Qu'est-ce que vous avez pensé quand Ben Yougou Diawara a été assassiné? Ça a été quoi votre première idée? Et il me dit, j'ai pensé qu'il était mort à cause des affaires qu'il m'avait données. Je lui demande la chose, moi, qui me brûle les lèvres. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit à la cour? Et on m'a pas posé la question. Donc j'essaie de lui dire, mais pourquoi la brigade criminelle n'a pas enquêté sur cette piste? Ah madame, je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Durant leur procès, Fabrice Da Silva et Michael Touraine peinent à se faire entendre. Alors, au terme de 6 jours d'audience, toute la salle retient son souffle lorsque la cour s'apprête à rendre son verdict. Et là, on voit arriver des flics partout. Une quinzaine de flics qui prennent position. Pas bon. Et là, la présidente arrive et dit donne le verdict. 22 ans pour Fabrice Da Silva et 18 ans pour Michael Touraine. Et là, tout le monde est sidéré, quoi. Sidéré. Je suis effondré ce jour-là, ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable parce que je sais que l'on commet une erreur judiciaire. Sabrina, elle se met à hurler. On voit Fabrice Da Silva et Michael passer, on les menotte, on les amène. Ils sont sidérés, ils ne savent même plus quoi dire. Si, Michael dit la honte, je me souviens. Et Sabrina se met à hurler en disant mais laissez-moi lui dire au revoir, laissez-moi lui... Enfin, c'est... C'est super poignant. Jean-Marc, grâce au travail du criminaliste Roger-Marc Moreau, on apprend que Ben Yougou Diawara était un indique. Alors avant d'aborder les faits, est-ce que vous pouvez nous raconter quel est le rôle de l'indicateur dans une enquête de police ? Oh, les indiques, les tontons, les balances, les casseroles ou les honorables correspondants, quand on veut être poli avec eux, sont en fait des voyous. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Mais leur rôle est important dans le déroulement d'une enquête de police judiciaire parce qu'ils nous informent sur la constitution d'une équipe de malfaiteurs, sur son évolution, sur ses projets, sur les dates possibles du passage à l'acte de ces malfaiteurs, qu'il s'agisse d'actes de banditisme tels que des braquages, des trafics de stupes, des trafics d'armes ou toute autre action criminelle. Ce sont eux qu'on appelle nos sources humaines.
Et quelle est la nature de la relation qu'entretient l'enquêteur avec son indique ? Il s'agit d'une relation interpersonnelle, individuelle, en tête-à-tête. Les rencontres se font à peu près toujours en dehors du service. Ce sont quasiment des relations clandestines qui comportent un certain nombre de risques. Risque pour l'informateur d'être abattu s'il venait à être découvert. Risque pour le policier d'être accusé de complicité s'il va trop loin dans cette relation avec son informateur. C'est hélas arrivé à quelques-uns de mes collègues incarcérés pour ce motif. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont su très rapidement que Ben Yougou Diawara était un informateur et apparemment ils n'ont pas creusé cette piste. Et de l'autre côté, le commissaire de la DRPJ de Versailles n'est pas venu apporter sa contribution à la manifestation de la vérité. Pourquoi, selon vous ? Je suppose que les deux services, la PJ Paris et la PJ Versailles, se sont parlé, mais n'ont pas jugé utile de mettre en exergue le rôle d'informateur de Ben Yougou Diawara. D'une manière générale, Arnaud, dans toutes nos affaires, on ne souhaite pas que les informateurs apparaissent. Il en va de leur sécurité. En général, nos procédures commencent de la manière suivante quand on a un informateur. D'une source fiable, digne de confiance. Bon, c'est un doux euphémisme, on sait que... Et puis ensuite, l'informateur disparaît. Mais il y a une limite à ce principe. Il ne serait pas acceptable qu'on procède à des manipulations pour accuser des innocents afin de protéger quelqu'un. Et pourtant, on a le sentiment que l'enquête est faite uniquement en direction de Fabrice Da Silva et de Mickaël Touraine, en occultant totalement le rôle d'informateur de Ben Yougou Diawara. Je vous rappelle, Arnaud, que la police judiciaire n'est pas la seule à procéder à une enquête. Elle ne maîtrise pas toute l'enquête. Dans une enquête criminelle, il y a un juge d'instruction qui est nommé. C'est à ce juge d'instruction de donner des axes à cette enquête et de diriger l'action de la police judiciaire. Ce juge d'instruction est lui-même contrôlé par la chambre de l'instruction. Alors dans cette affaire, si le juge d'instruction avait voulu connaître le rôle précis de la victime, il aurait très bien pu délivrer une commission rogatoire pour enquêter sur les activités d'indic de la victime. Après leur condamnation, Fabrice Da Silva et Mickaël Touraine ont fait appel. Le 18 janvier 2022, un nouveau procès s'ouvre devant la cour d'assises de Créteil. Les deux accusés espèrent pouvoir cette fois-ci faire entendre leur défense. Nous, les avocats, on était très inquiets. Il faut comprendre qu'un procès en appel, c'est le procès de la dernière chance. On s'est dit qu'il n'y avait plus à hésiter, qu'il fallait crever tous les abcès qu'il pouvait y avoir dans le dossier. Pour cela, les avocats de la défense font appeler à la barre Laurent Breugnot, cet expert sollicité par Roger-Marc Moreau, qui conteste la présence de l'ADN de Mickaël Touraine sur le fusil. Il y a un vrai échange. Il y a surtout une vraie prise de conscience, je pense, de la part de la Cour sur la question de l'ADN. Est-ce que c'est pertinent ou pas ? On avait un problème d'ADN sur Mickaël Touraine, on a soulevé ce problème. Je pense que la Cour avait pris conscience de ce problème d'ADN et qu'elle a tout fait pour qu'il y ait un débat avec les autres experts. Présent en visioconférence, l'expert en génétique qui affirmait quant à lui que c'était bien l'ADN de Mickaël Touraine sur le fusil fait alors volte-face. À partir du moment où les jurés ont entendu il y a plus de probabilité que ça ne soit pas lui que ça soit lui, ils étaient quand même à des années-lumière de la thèse qui leur avait été présentée, dans laquelle on disait on a retrouvé l'ADN de Monsieur Touraine. Déjà, c'est pas vrai. Donc ça a été un tournant. Et là, ça change absolument tout. Encore une fois, il y a des moments d'audience, on sent quand une bascule se passe, et là, on a compris qu'ils ont compris. À cette confrontation d'expertise, ça bascule, ils ont leur réponse. Ça ne marche pas et le scénario s'écroule. Les débats semblent favorables à la défense. Et lors de son réquisitoire, l'avocat général appelle les jurés à la plus grande prudence. Et il a terminé par ses propos « Reste à savoir qui a commis le crime ». Objectivement, on se dit que il est logique que l'acquittement soit prononcé. On ne voit pas comment les choses pourraient aller autrement. Mais un procès d'assises, c'est tellement d'incertitudes. Avant que la cour ne se retire pour délibérer, la parole est donnée aux deux accusés. Les derniers mots de Fabrice Da Silva étaient « Je suis innocent, sortez-moi de ce cauchemar ». Quant à Mickaël, il a fini par ces mots « Merci à cette cour de nous avoir enfin écoutés ».
Quand la sonnerie retentit, qu'il faut se lever pour entendre le verdict, on est pris par l'angoisse, hein, vraiment. Vraiment, tenaillé, quoi. La Cour prononce l'acquittement de Michael Touraine et celui de Fabrice da Silva. C'est pas au bénéfice du doute, c'est vraiment l'inverse. On a la certitude que ce dossier ne permettait pas la condamnation. Fabrice da Silva et Michael Touraine sont définitivement innocentés. L'explication du meurtre de Ben Yougou Diawara se trouve certainement dans son rôle d'informateur et l'on va découvrir que la victime avait été démasquée quelques jours seulement avant le crime. 15 jours avant son assassinat, Ben Yougou Diawara s'est fait surprendre au restaurant Cours Saint-Émilion dans le 12e avec son officier traitant. Il avait rendez-vous avec Ben pour faire le point sur les affaires. Et là, ils étaient ensemble dans un restaurant et ils vont se faire surprendre par les voyous de Trappes. Donc ils vont constater que Ben, qui prétendait partout qu'il avait raccroché, qu'il était dans l'immobilier, eh bien Ben finalement continuait puisqu'il était en train de déjeuner avec le célèbre officier traitant que tout le monde connaissait. Et donc, est-ce qu'ils vont vouloir se venger? Est-ce que ce sont ces gens-là qui ont essayé de le tuer? On n'en sait rien. On a affaire aux gens du milieu les plus dangereux de France. Il est tué d'une manière très violente, avec une arme de voyou. C'est les premiers gens sur lesquels on doit enquêter. Pour le criminaliste Roger-Marc Moreau, tous ces éléments convergent vers un scénario, celui d'une vengeance menée par des individus dénoncés à la police par la victime. C'était une véritable cible. Mais de cela, franchement, tout le monde le savait. C'était le principal indique de Versailles, du SRPJ de Versailles. C'est lui qui a balancé le plus d'affaires. C'était la plus grosse balance de tout le département, de toute la région même. Et par conséquent, il y avait énormément de gens qui pouvaient lui en vouloir. Le criminaliste imagine qu'après avoir vu Fabrice da Silva, Ben Yougou Diawara a eu rendez-vous avec son meurtrier à Noisy-le-Grand. Ils l'ont fait descendre sous la menace de l'arme et crac, ils lui ont mis un grand coup derrière la tête pour le sonner. Et une fois qu'il est tombé à genoux par terre, ils lui ont demandé de lever, ou ils lui ont levé ses vêtements pour vérifier qu'il n'y avait pas un système d'enregistrement parce qu'ils savaient que c'était une personne qui, vous savez, comme dans les films américains, tous les indices ont des micros sur eux. Et puis quand ils se sont assurés qu'il n'y avait pas ça, ils l'ont abattu. Nous avons retrouvé l'un des hommes dont la photo de l'identité judiciaire avait été découverte chez Ben Yougou Diawara. Figure du grand banditisme, Rudy Terranova a accepté de nous parler. J'interviens dans votre reportage car dans le cadre de cette affaire, ma photo a été retrouvée au domicile de la personne qui a été tuée. En préambule, je tiens à dire que je m'affranchis d'une de mes règles puisque je ne parle pas sur les morts bons ou mauvais. Rudy Terranova connaît le passé judiciaire de Ben Yougou Diawara. J'ai jamais fait affaire avec lui puisque moi, mon domaine d'activité, c'est pas les stupéfiants, c'était plus le vol à main armée. Donc voilà. Selon Rudy Terranova, il était connu dans le milieu que Ben Yougou Diawara était désormais un indicateur pour la police. Après, moi, en prison, j'ai croisé beaucoup de gens qui lui voulaient du mal. De son quartier, des gens qui habitent au Mureaux, c'est une ville voisine de Mantes. Voilà, même des gens, j'ai eu des échos des gens en Corse, même des gens en République dominicaine. Donc voilà. Je connais aucune société dans le monde, occidental ou non, où ce qu'on appelle les collabos, ils sont bien vus. Ces gens-là, il n'y a pas d'avenir, parce que tôt ou tard, ils se feront remonter. Parce que c'est pas des James Bond. Après, moi, tous ceux que j'ai connus qui ont trempé dans là-dedans, ils sont tous fait tuer. Tôt ou tard, ils terminent dans le trou. C'est rare qu'il y en ait qui s'en sortent sur leurs deux jambes. Voilà. Ben, il était un indicateur de police, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher. C'est peut-être une manière de se racheter. Il pouvait donc empêcher la commission de forfaits, de trafic, de délits, de crimes peut-être. C'était courageux de sa part. C'est pas quelque chose dont la famille devrait avoir honte.
contraire, elle devrait soutenir son action et sa mémoire. Il faut aussi comprendre que pour la famille de Ben, c'est quelque chose qui est vécu comme une infamie. Je pense que c'est plutôt à son crédit, c'est plutôt un hommage qu'il faut lui rendre, et la police doit tout mettre en œuvre pour retrouver les assassins de quelqu'un qui a travaillé pour elle. Cet homme a aidé la police. Il a eu un passé délinquant, il décide de changer de vie, il aide la police à haut niveau, il donne son concours et il meurt dans l'exercice de ses fonctions, il faut dire les choses comme ça, et on ne fait rien pour savoir qui sont les tueurs. Il y a quelque chose d'un mépris que je ressens total vis-à-vis de cet homme qui s'est mis en danger, qui a pris des risques, et vraiment on ne lui rend pas justice en faisant ça. Aujourd'hui, le meurtre de Ben Yogou Diawara demeure non élucidé. La seule piste qui s'impose, on l'a compris, est celle liée à l'activité d'indicateurs de la victime. Est-ce que vous pensez qu'il serait encore possible de remonter jusqu'à ce que Ben Yogou Diawara a balancé et qui donc souhaitait sa mort? C'est difficile à dire. On sait qu'il donnait des informations à un commissaire de police affecté à la direction régionale de la police judiciaire à Versailles, mais ce dernier dit qu'on ne lui a jamais posé officiellement la question. Il n'est peut-être pas trop tard pour le faire, mais en tout état de cause, vous savez, Arnaud, dans ce type d'affaires de règlement de compte dans le grand banditisme ou entre trafiquants de stupes, on peut parfois arriver à un début de réponse policière, mais très rarement à une vérité judiciaire. Je m'explique. On peut apprendre que X a tué Y ou que Y a tué X. Mais ceux qui vous le disent verbalement, jamais ils ne le diront par procès verbal. Dans cette affaire, 2 hommes ont été accusés puis condamnés à tort sur la base d'une construction intellectuelle qui n'a finalement été confortée que par une expertise ADN ultérieurement invalidée. Oui, et c'est un des enseignements importants de cette affaire. Je vous l'ai toujours dit, Arnaud, une enquête de police judiciaire, elle est sujette au doute. Il faut remettre en doute un certain nombre de témoignages, un certain nombre d'évidences, bien sûr, un certain nombre de constatations, et même parfois des aveux. En revanche, en ce qui concerne les preuves dites scientifiques, on les remet rarement en doute, notamment en ce qui concerne l'ADN. Or, on le sait, un certain nombre d'expertises tenantes à l'ADN sont sujettes à l'interprétation de l'expert lui-même, notamment en ce qui concerne les ADN partiels, les mélanges d'ADN et les transferts d'ADN. On est passé dans cette affaire très près de l'erreur judiciaire. Malgré tous les éléments prouvant l'innocence de Fabrice Da Silva et de Michael Touraine, on a entendu maître Sylvain Cormier dire à quel point il était tenaillé par la peur au moment de l'annonce du verdict du procès en appel. Oui, ça montre bien la fragilité de notre système judiciaire qu'exprime là maître Cormier. C'est vrai, nous ne sommes pas dans une science exacte. Et c'est de la complémentarité du rôle des uns et des autres, magistrats, policiers, gendarmes, avocats, témoins et jurés, bref, de tous ceux qui contribuent à la recherche de la vérité, que peut naître une justice fiable dans laquelle tous et toutes peuvent avoir confiance. Je me dis que c'est un gâchis fabuleux, terrible, fabuleux au sens extraordinaire, qui est à peine croyable. Parce que on a une famille de victimes qui est laissée dans l'erreur. On leur fait croire qu'on a un coupable, des coupables, et c'est faux. Dans leur tête, ils sont encore en tôle. Aujourd'hui, ils vont pas bien, ils sont libérés, ils sont acquittés, ils sont innocentés, mais leur vie, elle est bousillée. 12 ans d'un calvaire. Mais quand vous dites ça a duré 12 ans, c'est comme si c'était fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que Fabrice est encore un garçon, et je pense que c'est pareil pour Michael, qui est en souffrance, qui n'a pas repris goût à la vie comme avant. C'est comme un grand malade qui serait dans une longue convalescence. Et je pense qu'il en a encore pour un moment avant de complètement en sortir. Et la justice, elle s'en fiche un peu, quoi. Elle est passée, c'est comme ça, c'est dommage collatéral. Aujourd'hui,
qui s'intéresse, il y a quand même un ou deux des tueurs dans la nature. Les gens qui ont tué Bandiou Diawara, s'il y a un commanditaire, j'en sais rien, c'est des gens qui sont susceptibles de tuer encore, qui ont été tués avant, on les cherche pas, on s'en fout. Il n'y a pas eu d'enquête complémentaire. On a 2 gens acquittés, 2 personnes acquittées. On ne cherche pas, la mort de Bandiou Diawara, elle ne sera jamais vengée, on va laisser les coupables dans la nature. Enfin, ça n'a aucun sens. Incarcérés puis totalement innocentés, Fabrice Da Silva et Mickaël Touraine devraient prochainement obtenir une indemnisation de l'État pour avoir été accusés à tort. Cela ne réparera pas leur vie brisée, mais cela restaurera définitivement leur honneur. Actuellement, plus aucun service n'enquête sur le meurtre de Bandiou Diawara. Quand un crime reste non élucidé, c'est une souffrance supplémentaire pour la famille de la victime. C'est une immunité révoltante pour l'auteur des faits et c'est un échec terrible pour la justice.